Salut Johan, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Johan, tu es avocat spécialisé en droit international. On te voit beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux en ce moment, parce que tu tweets, je ne sais pas si on dit encore comme ça, vu que maintenant ça s'appelle X, mais enfin bon, tu postes beaucoup sur X sur la situation à Gaza, en Palestine, notamment depuis ton point de vue de spécialiste en droit international. Là, tout récemment, ça a pris une tournure intéressante avec notamment la plainte qui a été déposée à la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud pour processus génocidaire qui serait engagé par Israël. Il y a eu des auditions donc des deux parties entre guillemets, donc de l'Afrique du Sud et d'Israël. C'était jeudi et vendredi dernier. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ce qui s'est passé et en gros les enjeux d'une telle plainte? Oui, donc d'abord rappeler que en fait, la plainte sud-africaine, elle est faite au visa de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et donc en fait, ce que l'Afrique du Sud soumet à la Cour, c'est que Israël, en menant ses attaques dans la bande de Gaza, a violé ce traité, cette convention à laquelle les deux États, l'Afrique du Sud et Israël, sont partis. La manière dont Israël, d'après l'Afrique du Sud, a violé ce traité, c'est d'abord en commettant un génocide, c'est ce que l'Afrique du Sud soumet, mais également en ne prenant pas des mesures pour prévenir le génocide ou en ne punissant pas, par exemple, les responsables politiques et militaires qui inciteraient au génocide. Et donc l'Afrique du Sud, elle demande deux choses. Elle demande d'abord de reconnaître qu'Israël a violé cette convention, mais ça c'est une procédure qui va prendre plusieurs années. Mais compte tenu de l'urgence et du caractère irréparable du préjudice, si jamais il y a effectivement un génocide, soit qui est en cours, soit un risque sérieux de génocide, ce que demande l'Afrique du Sud, c'est que la Cour internationale de justice prenne immédiatement des mesures conservatoires, c'est-à-dire des mesures immédiates pour prévenir le risque de génocide, par exemple l'arrêt des combats à Gaza, mais aussi l'accès à l'aide humanitaire, à des observateurs internationaux, etc. Il y a 15 juges dans cette Cour internationale de justice qui sont chacun mandatés par un État. La présidente est américaine, il y a aussi un juge français. Est-ce que tu penses que la plainte a des chances d'aboutir? Est-ce que tu penses que... en fait, comment exactement ça se passe? Est-ce que, je prends par exemple l'exemple de la juge américaine qui préside le jury, est-ce que c'est Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui lui dit quoi penser, quoi dire et quoi voter in fine, ou est-ce qu'elle le fait juste en droit? Non, d'abord, les juges ne sont pas mandatés en fait. Ils sont désignés par l'État, ensuite ils sont élus, mais ils ne représentent plus, une fois qu'ils sont nommés, ils ne représentent pas l'État. Alors après, bien sûr, il y a des nuances, selon aussi que l'État a un caractère démocratique ou autoritaire, et donc il y a plus ou moins d'indépendance. Mais en tout cas, moi je reste persuadé, sinon ça voudrait dire que je n'ai même plus d'espoir dans la justice internationale, je reste persuadé que les juges décident d'abord et avant tout sur des fondements juridiques et en toute indépendance. En tout cas, c'est leur serment et j'y crois fermement. Pourquoi est-ce que c'est l'Afrique du Sud qui a porté cette plainte? Pourquoi c'est pas un autre pays? Pourquoi c'est pas est-ce que la France aurait pu le faire? Qu'est-ce que ça veut dire en fait que l'Afrique du Sud porte cette plainte? Très bonne question. À mon avis, c'est deux choses. D'abord, comme tu l'as dit, c'est la défaillance des États, notamment occidentaux, qui se réclament généralement de la défense du droit international. Et donc, effectivement, on voit sur ce conflit que des États, les États européens, les États nord-américains, qui étaient très présents sur les questions de respect du droit international, par exemple sur le conflit ukrainien, sont aux abonnés absents. Sur la question du droit des Palestiniens et sur les crimes qui sont commis dans la bande de Gaza. Ça, c'est une première explication, c'est donc l'absence des États qui sont traditionnellement présents sur cette question, et notamment des États occidentaux. Après, l'Afrique du Sud, elle a une histoire quand même qui résonne. C'est un État, un ancien État colonial, c'est un État qui a connu l'apartheid et qui a réussi d'une certaine manière sa transition démocratique après cette histoire tragique. Et donc, aujourd'hui, l'Afrique du Sud, parmi les États du Sud,
porte un peu cette voie de défense de valeurs universelles, de respect du droit. Il faut dire aussi que l'Afrique du Sud a un passé un peu un contentieux avec Israël, qui a quand même soutenu l'état d'apartheid sud-africain pendant jusqu'à la fin. Et donc effectivement, c'est aussi pour ça que l'Afrique du Sud se positionne. Mais c'est pas forcément il faut pas y voir non plus tout le temps une dimension politique. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'a pas grand-chose à gagner de cette procédure. C'est pas un État musulman, c'est pas un État arabe. Elle n'a pas trop d'intérêt au Proche-Orient. Et cette démarche aujourd'hui, elle lui crée plus de problèmes géopolitiques, si j'ose dire, que de soutien. Les Américains ne sont pas forcément très contents de cette plainte, mais les Russes non plus. Les Russes ont fait l'objet aussi d'une décision de la Cour internationale de justice pour l'agression de l'Ukraine, et donc ils n'ont pas forcément intérêt à ce que la Cour internationale de justice soit légitimée par la démarche sud-africaine. Donc on le voit aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est ma conviction, que la démarche sud-africaine s'inscrit plutôt dans une démarche de défense de valeurs universelles, et c'est là où, à mon avis, il y a un changement majeur, un schisme avec la période précédente où c'était davantage les pays occidentaux, les démocraties occidentales qui portaient un peu cette défense des droits de l'homme, du droit international et de la justice internationale. Admettons que cette plainte soit votée. Enfin, je veux dire que les juges disent bon bah oui, il y a un processus génocidaire, il y a un risque génocidaire en Palestine. Qu'est-ce que ça pourrait engendrer? Quelles pourraient être les conséquences, notamment en matière de droit? Est-ce que derrière il va y avoir des contraintes qui peuvent être appliquées à Israël parce que voilà, il est reconnu qu'ils sont dans un processus génocidaire? Alors, deux choses. D'abord, rappeler que l'objet de la plainte, c'est effectivement de reconnaître qu'Israël a violé la Convention sur le génocide, mais ça, c'est une procédure qui va prendre plusieurs années, probablement 5, 6, 7, 8 ans. Mais comme je le rappelais, l'Afrique du Sud, elle demande aujourd'hui des mesures conservatoires, et le standard de preuve pour déclencher ces mesures conservatoires, c'est est-ce qu'il y a un risque plausible qu'Israël commet un génocide ou qu'il y ait un génocide qui ait lieu dans la bande de Gaza. À partir du moment où la Cour internationale de justice considérera qu'il y a un risque plausible, ça entraînera d'abord des conséquences juridiques très fortes, c'est-à-dire que la Cour prendra une décision avec des mesures conservatoires qui s'imposeront non seulement à Israël, mais à l'ensemble de la communauté internationale. Ça peut être un cessez-le-feu, ça peut être simplement de s'abstenir de commettre, par exemple, des actes génocidaires dans la bande de Gaza. Mais elle aura aussi une incidence politique, parce que les États, notamment les alliés d'Israël, auront une obligation juridique de prévenir le génocide. Par exemple, la livraison d'armes à un État qui serait alors suspecté de commettre, ou en tout cas s'il y avait un risque de génocide, ça pourrait être vu comme une forme de complicité, et donc ça engagerait aussi la responsabilité internationale de ces États. Mais je pense aussi au veto américain. À partir du moment où la Cour internationale de justice ordonnerait, par exemple, l'arrêt des combats, eh bien, il y aurait une responsabilité juridique et politique du gouvernement américain si, par exemple, il maintenait le veto au Conseil de sécurité qui a eu lieu jusqu'à présent. Toi, dans une certaine mesure, tu es auxiliaire de la justice internationale. Enfin, en tout cas, tu es un des acteurs de la justice internationale, donc c'est normal que tu y crois. Hein. Tu utilises beaucoup le mot j'ai la conviction que, etc. Quand on regarde le rapport que l'État d'Israël a avec le droit international, on peut pas dire que ça les gêne énormément. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont faites en matière de droit international qu'Israël bafoue depuis des années. Là, tu m'as dit, dans les mesures conservatoires, il y a notamment potentiellement un cessez-le-feu ou s'empêcher de faire un génocide, de commettre des génocides. Pourquoi est-ce que Israël respecterait en gros ces mesures conservatoires alors qu'il y a plein d'autres dispositions de droit international qu'elle ne respecte pas depuis des années?
Oui, c'est sûr, ça fait longtemps la colonisation, le blocus de la bande de Gaza, qui ont été considérés comme des violations du droit international et qu'Israël ne respecte pas. C'est d'ailleurs pas propre à Israël, il y a beaucoup d'États, je pense à la Russie, à la Corée du Nord, à la Syrie, je peux en citer plein d'autres, qui ne respectent pas soit des résolutions de l'ONU, soit avoir des décisions judiciaires. Mais il y a une dimension importante, c'est que Israël se réclame d'être une démocratie. Or, dans la pyramide du droit et de comment dirais-je, la hiérarchie des normes, le droit international est au sommet. Et donc, à partir du moment où un État viole non seulement le droit international, mais où là, on aurait une décision judiciaire, eh bien, ça expose tout ce discours sur la démocratie, ça le remet en question de manière importante. Et c'est la même chose avec les démocraties occidentales, qui aujourd'hui ont un double discours clair sur le respect du droit international, par exemple en Ukraine et en Palestine. Et donc moi j'ai l'impression que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est les fondements même de l'ordre international que l'on a cherché à construire depuis 75 ans, et de l'état de droit et de la règle de droit au niveau international dont on se prévaut. Parce que à partir du moment où on ne respecte plus le droit international, eh bien c'est le retour à la loi du plus fort et il n'y a absolument plus de boussole morale ou d'instrument pour dire que tel État a tort ou a raison. Et donc par exemple c'est tout le discours aujourd'hui de l'Union européenne sur l'agression russe en Ukraine ou sur la violation des droits de l'homme en Syrie, en Iran ou que sais-je, qui du coup perd en crédibilité. Donc je pense vraiment qu'il sera nécessaire pour les pays occidentaux de s'interroger sur leur soutien inconditionnel à Israël et sur les violations flagrantes du droit international qu'Israël commet à la fois dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Je sais que tu as travaillé dans d'autres aires géographiques sur d'autres conflits armés, j'allais dire plus ou moins génocidaires, mais par exemple, tu as travaillé sur la question du Rwanda, etc. Est-ce que, ma question va peut-être te paraître un peu bizarre, mais est-ce que le droit international a déjà empêché de quelconques atrocités, que ce soit des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou même des génocides? Par définition, c'est difficile de répondre parce que si tu as réussi à prévenir des crimes, tu ne le sais jamais puisque ces crimes ne se sont pas produits. Mais oui, je pense sincèrement que le droit international a une forme d'effet préventif. C'est difficile à mesurer, mais je pense par exemple à certains discours du procureur de la Cour pénale internationale sur, par exemple, le Nigeria au moment des élections, sur d'autres conflits. Et je pense même qu'en Russie, par exemple, le mandat d'arrêt de Vladimir Poutine, qui l'isole quand même un peu sur la scène internationale, il n'a pas pu se rendre au sommet des BRICS, etc., ça a un effet préventif. Et même sur ce conflit israélo-palestinien, même si, par exemple, le Premier ministre Netanyahou aujourd'hui rejette totalement la procédure sud-africaine, j'ai vu quand même une forme de changement dans le discours parce qu'il y a une crainte. Il y a une crainte réelle qu'aujourd'hui, si on poursuit les crimes qui ont lieu aujourd'hui dans la bande de Gaza, si on poursuit les discours incendiaires à tout le moins de certains responsables politiques et militaires israéliens, eh bien on sait qu'on est sous le regard non seulement de la communauté internationale, mais des juristes et des juges de la CIJ. Donc oui, je suis persuadé que le droit international a encore un pouvoir préventif. Après, de le mesurer, comme je le disais, c'est extrêmement difficile parce que par définition, on ne sait jamais ce qu'on a réussi à empêcher. Tu as mentionné là dans ta réponse à l'instant une autre instance juridique internationale, la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qu'elle attend, la Cour pénale internationale, pour investiguer? Elle investigue sur des personnes plus que sur des États, hein, comme le fait la Cour internationale de justice. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour inquiéter, entre guillemets, ou enquêter sur les responsables de ce qui se passe en ce moment en Palestine? Alors effectivement, la Cour pénale internationale, elle enquête sur les auteurs, ou en tout cas les individus suspectés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide.
et depuis 2015, elle a été saisie par l'autorité palestinienne, par la Palestine, de la situation en Palestine, c'est-à-dire à la fois des crimes commis par des Palestiniens, mais surtout sur le territoire palestinien, en Cisjordanie et à Gaza. Et elle a officiellement ouvert une enquête en mars 2021. Donc, son enquête porte sur tous les crimes commis sur le territoire palestinien à partir du 13 juin 2014. Et donc, bien évidemment, ça inclut à la fois l'attaque du 7 octobre et les opérations militaires israéliennes à la fois à Gaza et en Cisjordanie. Donc, l'enquête, elle a lieu en théorie depuis mars 2021, mais c'est certain qu'il y a eu une forme de torpeur du procureur de la Cour pénale internationale qui n'a pas fait depuis 2021 de la Palestine une priorité de sa politique pénale. Et d'ailleurs, j'avais signé une tribune dans Le Monde, malheureusement un peu prémonitoire, en septembre 2023, donc quelques semaines avant l'attaque du 7 octobre, qui l'appelait à accélérer ses enquêtes et à faire preuve du même dynamisme en Palestine qu'il a démontré en Ukraine, par exemple. Aujourd'hui, comment tu justifies? Je pense que d'abord c'était pas une priorité stratégique, mais la Palestine honnêtement était totalement oubliée des agendas des diplomates internationaux, et donc c'était un conflit entre guillemets de moindre intensité par rapport à d'autres conflits, donc c'était pas une priorité à l'époque. Je pense que depuis le 7 octobre, en tout cas depuis quelques mois, le procureur, ça y est, travaille réellement sur les enquêtes. Il faut encore lui laisser le bénéfice du doute, il faut lui laisser un peu le temps de monter ses dossiers, parce que c'est vrai que les enquêtes internationales prennent du temps, mais je constate quand même que sur l'Ukraine, il a réussi à lancer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. C'était quand même une décision historique, un président d'une puissance nucléaire. En exercice. En exercice, d'un membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc, quand il veut, il peut. Il a démontré qu'il avait du courage sur l'Ukraine. Aujourd'hui, il faut qu'il démontre le même courage et la même détermination sur la Palestine. Et donc, les mois qui viennent vont être déterminants, et on jugera de son action, mais il faut que, comment dirais-je, les incitations et la pression de l'opinion publique, du procureur à agir aujourd'hui, y compris par les discours, mais surtout par les actes, s'intensifient au fur et à mesure que malheureusement le conflit dure. J'ai une dernière question, Johan. Tout à l'heure, dans les questions au gouvernement au Sénat, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a répondu à une question qui portait précisément sur la plainte de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice, et il s'est avancé énormément en disant que pour lui, il n'y avait pas de génocide en cours ou de risque génocidaire en Palestine. Comment est-ce que tu juges cette prise de position de la chancellerie française? Je juge que c'est un peu, comment dirais-je, c'est inquiétant en fait si le ministre des Affaires étrangères, alors qu'il y a une plainte qui est sérieuse, il ne faut pas la caractériser de politique, comme je le disais. Moi, en tout cas, j'ai suivi les audiences devant la Cour internationale de justice. Il y avait des arguments à la fois factuels et juridiques qui étaient sérieux de l'Afrique du Sud. Il y a aussi eu des arguments de l'autre côté, du côté israélien, qui sont rigoureux. Et donc, aujourd'hui, il y a un débat juridique qui est transmis à des juges. Et donc, le fait aujourd'hui que la France, en tout cas par la voix de son ministre des Affaires étrangères, affirme comme cela qu'il n'y aurait pas de génocide, c'est à mon avis une faute politique et une faute juridique aussi, parce que aujourd'hui la question elle est soumise à la Cour internationale de justice. On aura une décision, en tout cas sur le risque plausible de génocide dans les semaines à venir, et la France est engagée à respecter la décision de la Cour. Et donc, moi, je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, se prononce alors qu'on attend une décision judiciaire
dans les semaines qui viennent. Et donc voilà, moi je m'en tiens à la décision de la Cour qui interviendra et dont il faudra respecter la décision et la portée. Merci beaucoup, Johan. C'est moi qui te remercie.